Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de vous actualiser dans le haut plateau de Minimbo au Sud Kivu. De violents combats ont opposé hier jeudi en début de soirée les combattants turaniens aux forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par l'armée burundaise et des groupes Wazalendo. Des drones d'attaque auraient été déployés contre plusieurs positions malgré le cessez-le-feu annoncé à Luanda. Plus de précisions dans cet élément. Des violents combats ont éclaté ce jeudi 19 février en début de soirée dans le haut plateau de Minembwe, en territoire de Fizi, au sud Kivu. Les affrontements opposent les combattants twiranéo aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, appuyés par les éléments de l'armée burundaise et des groupes Wazalendo. Selon des sources concordantes sur place, les combats ont été signalés dans les localités de Toué-Toué, Bilalombibi et Mutongé. L'armée congolaise aurait engagé d'importants renforts d'infanterie avec un appui aérien constitué de plusieurs drones d'attaque ayant visé des positions attribuées aux combattants turanéo. À ce stade, aucun bilan officiel n'est disponible. Les habitants de ces zones enclavées vivent une nouvelle flambée de violence dans un contexte sécuritaire déjà fragile. Ces affrontements interviennent alors qu'un cessez-le-feu avait été annoncé à Luanda dans le cadre du respect des initiatives régionales pour apaiser les tensions de l'Est de la RDC. La reprise des hostilités sur le terrain soulève des interrogations sur l'effectivité et le respect de cet engagement. Bonne nouvelle pour les agents et fonctionnaires de l'État. Le comité de suivi de la paix annonce que toutes les dispositions sont déjà prises pour lancer dès la semaine prochaine le paiement des salaires du mois de février 2026. Comme à l'accoutumée, l'opération débutera par les hommes en uniforme et les enseignants avant de s'étendre aux autres catégories. Suivez l'un des membres de ces comités. Alors, nous venons de sortir d'une réunion, effectivement, d'évaluation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État du mois de janvier. Comme vous le savez, le lundi passé, Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avait réuni autour d'elle plusieurs ministres, membres du gouvernement, pour notamment tabler sur la question de la paye du mois de janvier. Et comme l'avait déclaré Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, les dispositions ont été prises par le gouvernement pour que la paye soit clôturée en délai, je dirais, 3 jours. Et aujourd'hui, il était effectivement question de regarder avec l'ensemble des opérateurs de paye si ces instructions-là ont été en fait exécutées. Et je peux rassurer, en tout cas à tous les agents et fonctionnaires, que à ce jour, tous les opérateurs, j'ai bien dit tous les opérateurs, sans exception, ont bel et bien reçu les fonds nécessaires pour exécuter la paye du mois de janvier. Comme on l'avait également rappelé Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, le mois de janvier, généralement, c'est un mois qui connaît, je dirais, de retard. Donc, lorsque vous consultez, je dirais, l'historique, vous allez vous rendre compte que c'est en moyenne 30 jours pour que la paye du mois de janvier soit clôturée. D'ailleurs, pour le mois de janvier 2026, lorsqu'on fait le calcul, on est à moins de 30 jours. Et je pense que c'est un point important à souligner pour montrer à quel point le gouvernement, je dirais, est engagé à régulariser, je dirais, la situation de la paie des agents, en fait, des fonctionnaires de l'État. Alors, les instructions ont été clairement données par les autorités pour que la paie du mois de février puisse être lancée la semaine prochaine. Et au cours de cette réunion, il est également question, au niveau technique, de voir avec les services intervenant dans la chaîne de la paie, y compris les opérateurs de paie, pour trouver, je dirais, un mécanisme de prise en charge très rapide de la paie qui sera lancée. Et bien évidemment, en suivant la séquence des priorisations qui est déjà connue. C'est-à-dire qu'on va commencer par le 3 secteurs, je dirais, prioritaires, pour ensuite enchaîner avec les autres catégories. La Commission électorale nationale indépendante a officiellement transmis le fichier électoral à l'Office national d'identification de la population en vue de l'identification de la population. Une étape clé vers la consolidation du registre national et la fiabilisation des données citoyennes. À cette occasion, le président de la CENI, Denis Kadima, a insisté sur la nécessité d'actualiser régulièrement le fichier électoral. Nous l'écoutons. Permettez-moi, avant toute chose, de saluer cette étape importante dans le processus d'identification
de notre population et de consolidation de nos institutions républicaines. Elle ouvre la voie à la transformation du fichier électoral en un véritable fichier général de la population. La Commission électorale nationale indépendante a toujours affirmé sa disponibilité à mettre à la disposition de l'Office national d'identification de la population le fichier électoral issu du dernier cycle électoral. Cette disponibilité n'a jamais fait défaut. Elle est conditionnée naturellement au déclenchement effectif du processus par l'ONIP et à sa capacité technique et opérationnelle à accueillir, sécuriser et exploiter ce fichier. Il est important de rappeler, avec clarté et pédagogie, la nature même du fichier électoral qui concerne exclusivement les citoyens âgés d'au moins 16 ans au moment de l'enrôlement en 2022. Et depuis lors, notre pays compte naturellement de nouveaux majeurs. Par ailleurs, le fichier électoral constitué en 2022 appelle impérativement à une actualisation, car depuis son établissement, des évolutions significatives sont intervenues au sein de la population. Il est donc indispensable d'en retirer les personnes décédées, de prendre en compte les changements de résidence et d'y intégrer les citoyens devenus majeurs après l'opération d'enrôlement de 2022. Cela signifie une chose simple mais fondamentale, une mise à jour régulière et rigoureuse. Le fichier électoral n'est donc pas une fin en soi. Il constitue une base, un socle précieux, mais perfectible, appelé à être enrichi, corrigé et complété. L'ambition nationale qui nous réunit aujourd'hui va plus loin. Le fichier général de la population est appelé à couvrir l'ensemble des personnes résidant sur le territoire de la République démocratique du Congo, qu'elles soient civiles ou militaires, qu'elles possèdent la nationalité congolaise ou qu'elles soient étrangères. Aucun groupe, aucune catégorie ne doit être exclue de ce processus d'envergure nationale. De plus, cette démarche doit impérativement intégrer tous les Congolais établis à l'étranger, car la citoyenneté ne s'arrête pas aux frontières. Un tel chantier implique un travail de terrain profond, méthodique et inclusif, mais aussi une approche de mutualisation intelligente des efforts et des ressources. Dans cet esprit, la CENI se tient pleinement à la disposition de l'ONIP pour partager son expertise, son expérience du terrain, ainsi que sa logistique éprouvée. L'identification de la population est un chantier national qui exige coopération, complémentarité et confiance mutuelle. Comme elle a toujours fait par le passé, la CENI continuera d'accompagner l'ONIP dans son effort d'identification de la population congolaise et dans la constitution d'un fichier général de la population qui se veut inclusif, exact et exhaustif au service de l'État, de la démocratie et du développement. Ce que nous posons aujourd'hui, ce n'est pas un simple acte administratif. C'est une pierre essentielle dans la construction d'un État moderne, organisé et souverain. La CENI assume pleinement son rôle avec responsabilité, transparence et esprit de collaboration. La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la relance de son aviation civile. À l'aéroport international d'Ndjili, le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a présidé hier jeudi la réception officielle d'un Boeing 737-800 destiné à Air Congo, une acquisition stratégique qui s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi de faire la RDC un hub aérien régional. Reportage. Sous un soleil radié sur les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement Jean-Pierre Bemba a présidé jeudi la cérémonie officielle de réception des nouveaux appareils Boeing 737-800 au profit de la compagnie aérienne nationale Air Congo. L'événement empreint de symbolisme marque une étape concrète dans la relance et la modernisation du transport aérien en République démocratique du Congo. L'avion
avion flambant neuf a été accueilli en présence du directeur général d'Air Congo, Mesfin Birou Welde Georgis, et la représentante de la ministre du portefeuille, Jilimbu Ishiku, ainsi que de plusieurs membres du conseil d'administration de la compagnie. Dans son allocution, Jean-Pierre Bemba a insisté sur la vision stratégique portée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, faire de la RDC un véritable hub aérien régional en Afrique centrale. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par le président de la République, a-t-il déclaré. Nous ouvrons progressivement de nouvelles lignes internationales vers Johannesburg, Cotonou, Douala, Entebbe, Nairobi, Dar es Salaam et Lagos. Ce Boeing 737-800 d'une capacité d'environ 160 à 189 passagers selon la configuration vient renforcer une flotte encore modeste mais en pleine reconstruction. Avec plusieurs années de difficultés, Air Congo, successeur spirituel de l'ex-Congo Airways, mise sur ses acquisitions progressives pour reconquérir des parts des marchés domestiques et régionaux tout en améliorant la connectivité intérieure du pays, un enjeu majeur pour un territoire aussi vaste que la RDC. La cérémonie a également été l'occasion de saluer les efforts des équipes techniques et administratives impliquées dans les négociations d'acquisition et la préparation logistique. Des images diffusées par les ministères montrent l'appareil stationné fièrement devant les terminals avec les officiels posant devant les fuselages aux couleurs nationales. Au Nord Kivu, de nouveaux partenaires techniques renforcent leur présence à Béni. Les bureaux de la coopération allemande de GIZ et de l'agence belge Annabelle ont été officiellement inaugurés ce jeudi 19 février en présence des autorités de l'État DCG. Un signal fort en faveur de la relance du projet de développement et de la stabilisation de la région, reporté le site de communication du gouverneur militaire. Ouverture à Béni ce 19 février 2026 du bureau allemand de GIZ et celui de l'agence belge Annabelle. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a coupé les rubans symboliques de ce bijou dont l'objectif est le développement d'une province meurtrie par l'activisme des terroristes ADF d'une part et de M23 de l'autre. La représentante de l'Allemagne a salué cet ouvrage, image d'une coopération renforcée de l'Union européenne et de l'Allemagne pour contribuer à un avenir plus stable. À travers cette démarche conjointe avec la Belgique, l'Allemagne réaffirme son attachement à une coopération aussi et toujours à l'Est, coordonnée, efficace et ancrée dans les réalités locales. Madame Roxane, ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo, a rappelé l'esprit d'un développement économique respectueux de l'environnement prôné par Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique qui se crée, qui se développe, à la fois de stabilisation, mais aussi les opportunités qui s'ouvrent avec ce grand projet de couloir vert qui démarre ici et qui ira jusqu'à l'autre bout du pays, avec un esprit à la fois de stabilisation, de sécurité, mais surtout aussi de développement économique et respectueux de l'environnement, respectueux des ressources naturelles qui sont si abondantes dans ce pays. Le gouverneur du Nord Kivu, pour sa part, a salué la matérialisation de cette promesse et les débuts d'un partenariat encore plus solide à la base. Il s'était avéré impérieux d'installer un bureau d'Annabelle ici à Béni. Eh bien, cette présence va se matérialiser aujourd'hui en ouvrant ses portes. Et c'est une annonce rassurante pour la province du Nord Kivu qui attend à travers ce geste plusieurs appuis. C'est donc parti pour un Nord Kivu stable, sécurisé et développé. À Bouito, dans les territoires de Rutshuru, la population monte au créneau. Les habitants appellent le gouvernement provincial dirigé par l'AFC-M23 à accélérer la réhabilitation et la construction de routes pour désenclaver cette partie du Nord Kivu confrontée à d'énormes difficultés de mobilité et d'accès aux services de base. Reportage. Le gouverneur du Nord Kivu, en itinérance en collectivité de Bouito, nous sommes au mois de février 2026, vient d'hériter des routes impraticables
conséquence de la mégestion du régime passé de Kinshasa et la présence des groupes armés locaux et FDLR qui ont installé l'insécurité, le kidnapping, le viol, le massacre des paisibles citoyens. La population exhorte le gouverneur Bahati Moussanga Erasto à lancer la réhabilitation de ces routes comme cela est fait en territoire de Massissi, au lendemain de la paix installée par l'AFC M23. Niko nasema par rapport ya accès humanitaire. Baba kwenye unatoka Kabizo unaona ile barabara gisi inaleta problem. Sasa ukaanza Nyanzale mpaka accès mpaka Kichanga. Utafika Mugongo kisha kumaliza. Gisi tumesikia umejiimplike mbarabara za Masisi. S'il vous plaît baba mheshimiwa na wewe ujiimplike juu ya barabara za Bwito. Tena Bahati Msanga ni wa mzuri sana. Depuis tuko hakuna mwasha tuambia sasa tutufanyizia barabara. Ametuambia anataka tufanyizia barabara, moto zetu hataongeza kuwa na zeeka bure na ametuambia tukue na registre mamoto mzuri na ule mwenye moto yake inazeheka na ashapoteza dokima, tusikie malalamiko yake tumwaregistre tusimfunge. Neno yangu ya mwisho ni kumshukuru sana, aishi milele, ile roho yake ya upendo aizidishe kupenda. Mungu ambariki maisha yake yote. À cette problématique de l'impraticabilité de route, le gouverneur Bahati Moussanga Erasto est resté sensible. Il a lui-même palpé de doigt le calvaire que traversent les usagers de la route. Lui-même, au volant de sa Jeep 4x4, il décide. Et pour terminer ces actualités, rendons-nous à Lubumbashi. Les routes de la capitale du Haut-Katanga retrouvent progressivement propreté et fluidité. Depuis près des mois, la brigade d'assainissement conduite par la maire Joyce Tunda Kazadi mène des opérations nocturnes de nettoyage pour offrir aux Louchois un cadre de vie plus sain. Suivez ces reportages de la mairie. Le 16 février 2026, Madame le maire intérimaire de Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa, a une fois encore marqué les esprits par une descente sur le terrain. À la tête des équipes d'assainissement, elle a bravé l'obscurité pour superviser la douche nocturne, une opération de nettoyage menée lorsque la ville est dégagée. Sa présence n'était pas symbolique, elle a motivé et galvanisé les agents, donnant l'exemple d'un leadership actif. Les avenues du centre-ville de la Révolution, boulevard Msiri, le carrefour et la route du Golfe ont été assainis, offrant un visage plus propre à la capitale qui préfère. Il est minuit. Elle ne cesse jamais de circuler en ville, voir comment le travail se fait. Sentir la ville est calme, la ville est propre. On ne cesse de le dire, maman ni maman. Quand la maman est là, les torchons passent partout. Ce que nous devons retenir en premier, c'est la volonté ferme de l'autorité urbaine de rendre très salubre la ville de Lubumbashi. Alors déjà avec cette volonté, nous voyons manifestement que la ville petit à petit, elle est en train de revêtir de sa plus belle robe. Mais l'action de la maire ne s'est pas arrêtée là. Dans la même nuit, elle a interpellé les tenanciers de certaines terrasses du quartier Golfe, souvent responsables d'un tapage nocturne perturbant la quiétude des riverains. Ces gestes fermes traduisent une volonté de restaurer non seulement la propriété, mais aussi l'ordre et le respect du voisinage. Joyce Tunda Chansa a donc mené au cours de la même nuit une double démarche relative à l'assainissement des espaces publics et les rappelle aux acteurs privés leurs responsabilités. Elle est brave, elle fait ce que la ville demande. Lubumbashi est en train de produire une très grande quantité d'immondices, surtout à des zones très sensibles. C'est la population, après avoir vendu sa jette sur la voie publique, qui quitte son domicile pour venir jeter sur la voie publique. Et ce travail qui est fait au quotidien doit être accompagné. Si chacun gardait ses immondices à la maison, si chacun de nous balayait, mettait la propriété devant chez soi, je pense que même le travail que nous sommes en train de faire aura plus d'impact et sera très aménusé par rapport à ce que nous sommes en train de faire. L'autorité urbaine s'impose ainsi comme une figure de proximité, prête à affronter les réalités du terrain pour redonner à Lubumbashi une image digne et apaisée. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.